Bonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre le cours aujourd'hui. Vous vous souvenez que dans le cours de mercredi dernier, nous avions examiné le problème de la synthèse des nucléotides. Et donc, nous avions vu le problème des médicaments qui interfèrent avec cette synthèse de nucléotides. Et puis également, nous avions commencé à voir un certain nombre d'exemples de nucléotides modifiés qui vont donc entrer en compétition avec les nucléotides normaux de manière à freiner la synthèse d'ADN. Et donc, pour reprendre l'image sur laquelle nous avions terminé, c'était l'association donc de méthotrexate qui vous est représentée ici, et puis de dérivés des purines, la 6-mercaptopurine ou la thioguanosine. Médicaments qui constituent vraiment la colonne vertébrale des traitements contre la leucémie lymphoblastique, qui sont utilisés à la fois en induction pour faire fondre la tumeur et puis en entretien pour éviter que celle-ci ne repousse, parfois en entretien pendant plusieurs années. Et donc il y a une action synergique entre ces deux voies, le méthotrexate, comme on l'a vu, bloquant la synthèse de la thymidine, mais également ayant un effet indirect sur la synthèse des purines, et puis les dérivés soufrés de nucléotides rentrant donc dans cette cascade d'activation qui vont aller jusqu'à la thioguanosine triphosphate qui, elle, est capable de s'intégrer dans la molécule d'ADN. On estime qu'elle s'intègre dans la molécule d'ADN à peu près une fois toutes les 10 000 bases, ce qui est considérable quand on considère la taille de la molécule d'ADN. Et cette incorporation donc, de ce nucléotide anormal va ensuite être réparée par le système de réparation du mismatch repair. Et donc, nous avions vu que de cette cascade, on a pu, à travers l'étude d'un très grand nombre de patients devenus résistants à cette association, voir que des polymorphismes germinaux génétiques de deux enzymes, soit NUNDT15, soit la thiopurine méthyltransférase, qui vont désactiver au fond ces précurseurs, diminuer la quantité de la forme active du médicament, et ceci va être bien sûr associé à une moindre efficacité du médicament quand ces enzymes sont très actives. Et puis, validant complètement ce schéma, on a trouvé chez des patients résistants des mutations de l'enzyme NT5C2 qui va donc cliver les résidus phosphates de ce précurseur, également de cette protéine PRPS1 qui va inhiber donc l'activation de ces deux voies, et puis enfin des mutations d'une protéine importante dans le complexe de réparation des mésapariments, MSH6, dont on reparlera plus tard dans le cours, ces mutations étant associées à la résistance au traitement et à la rechute. Alors, nous allons maintenant parler d'une autre classe de nucléotides modifiés, dans laquelle des dérivés de cytidine ont vu un atome de carbone dans le cycle remplacé par un atome d'azote. Alors l'histoire de ces dérivés est tout à fait intéressante et tout à fait instructive. Ils ont été synthétisés dans les années 80 comme inhibiteurs de la synthèse d'ADN, comme finalement nucléotides modifiés, incapables d'entrer dans la composition de cette chaîne comme antimétabolites. Et ils ont été très rapidement abandonnés parce qu'ils étaient extrêmement toxiques, et pas mieux finalement que les inhibiteurs, les nucléotides modifiés existants précédemment. Et puis, pour des raisons qui ne sont pas complètement claires, ces molécules ont été réexplorées une vingtaine d'années plus tard à des doses beaucoup plus faibles. Et à des doses beaucoup plus faibles, ils se sont avérés être d'excellents anticancéreux, en particulier dans les syndromes myélodysplasiques ou dans les leucémies aiguës myéloïdes, en particulier dans les leucémies aiguës myéloïdes qui touchent les personnes âgées. Et donc, dans ces conditions-là, en fait, le médicament est bien toléré et il a surtout un effet thérapeutique. Alors, de manière intéressante, cet effet thérapeutique n'est pas un effet immédiat, brutal de lyse cellulaire, comme on peut l'observer avec des nucléotides inhibiteurs de la synthèse, mais c'est un effet progressif
qui prend plusieurs semaines à se manifester et qui va conduire donc d'abord à un arrêt de croissance, probablement également à de la différenciation et à une diminution de l'abondance du clone leucémique. Alors il en existe deux variétés, la 5-azacitidine et puis la forme déoxy, donc ce précurseur qui va rentrer dans l'ARN mais peut être converti dans la forme déoxy, et puis le déoxy, lui, qui va être un précurseur qui ne va rentrer que dans l'ADN. Alors il a fallu quelques années de travail pour comprendre au fond en quoi la dose changeait, et on a pu montrer qu'à ces doses-là, certes on avait un inhibiteur, un très mauvais inhibiteur de la synthèse d'ADN, mais surtout on avait un agent déméthylant. Et en fait, les résidus de cytosine, que vous voyez représentés ici, peuvent subir ou bénéficier d'une méthylation exactement, à vrai dire, sur la position qui est modifiée dans le médicament. Et cette méthylation en méthylcytosine est une marque épigénétique qui va être associée à la répression de l'expression des gènes dans lesquels ces modifications ont été faites. Et donc, il a été montré qu'en fait, l'exposition à l'azacitidine va conduire à une déméthylation progressive du promoteur des gènes, et que cette déméthylation progressive, qui est lente, qui est tout à fait compatible avec l'action clinique, va être associée à une différenciation et avec un bénéfice clinique. Et on va voir que cette déméthylation, en fait, est associée à la dégradation complète d'une enzyme, qui est l'enzyme, la DNA-méthyltransférase 1, qui est l'enzyme qui va assurer au moment de la synthèse d'ADN la reproduction des marques épigénétiques, et en particulier des marques de méthylation de la cytosine. Alors ceci peut être résumé dans le schéma suivant, qui est sorti d'une revue de Cold Spring Harbor. Finalement, dans l'utilisation historique, on prend des très fortes doses. Ces très fortes doses vont modifier profondément l'ADN, bloquer les fourches de réplication et induire une mort immédiate. Et dans l'utilisation à faible dose, on va incorporer ce nucléotide modifié à la place de cytosine portant des marques de méthylation. Au moment de la réplication de l'ADN, eh bien, on va recruter la DNA-méthyltransférase 1 qui va chercher à rajouter un résidu de méthyle sur ce nouveau nucléotide, sauf qu'elle ne peut pas parce que précisément la position dans laquelle elle va ajouter le résidu de méthyle n'est plus là. Le carbone a été remplacé par une molécule d'azote, et ceci va induire progressivement une déplétion de cette enzyme. La déplétion de cette enzyme, secondairement, dans des conditions où on n'arrête pas la prolifération, et donc on va continuer à avoir de la réplication, eh bien cette réplication, en l'absence de cette enzyme de méthylation, va conduire à une déméthylation progressive du génome. Et cette déméthylation progressive du génome va avoir toutes sortes de conséquences. Au niveau de la cellule cancéreuse, eh bien, on va pouvoir diminuer l'expression des oncogènes, mais surtout augmenter l'expression d'un certain nombre de suppresseurs de tumeurs, dont vous savez que certains d'entre eux vont voir leur expression éteinte par des processus de méthylation. On va y revenir dans un exemple un peu plus loin dans le cours. Donc réexpression de ces gènes suppresseurs de tumeurs. Également, de manière extrêmement importante, réexpression d'un certain nombre de rétrovirus endogènes, ce qu'on appelle des éléments, les éléments transposables ou des rétrovirus endogènes, dont on sait qu'ils sont extrêmement nombreux dans le génome, et on sait également qu'ils vont être extrêmement puissamment méthylés par des systèmes qui sont bien connus et qui vont assurer le fait que ces virus endogènes ne soient plus exprimés. Et donc, en présence de ces agents déméthylants, on va avoir une réexpression massive de ces virus endogènes qui vont conduire à la production d'interférons. Cet interféron ayant une double fonction, à la fois de sensibilisation à l'immunothérapie et également un effet propre d'arrêt de cycle par la sécrétion d'interférons. Et donc, au niveau de la cellule cancéreuse, on va avoir à la fois de la différenciation, de la mort, de l'arrêt de prolifération,
par ces trois mécanismes. Et puis on va également avoir un effet majeur sur le micro-environnement tumoral avec une induction de la réponse immune par ce mécanisme de sécrétion d'interférons, et également des effets sur la niche cellulaire avec en particulier une modulation de l'oncogénèse. Donc vous voyez finalement un mécanisme extrêmement peu spécifique en apparence, un mécanisme extrêmement général dans lequel on va modifier au fond de manière extrêmement vaste le contrôle de l'expression génétique à travers une dérépression globale des gènes dont l'expression est contrôlée par des processus de méthylation. Donc vous comprenez bien qu'au fond, voilà un médicament qui a été... les premières synthèses, donc encore une fois, de ce médicament datent des années 80. Il faut attendre pratiquement 20 ans pour savoir comment ça fonctionne, en diminuant en fait de manière drastiquement la dose. Et on arrive sur un modèle, le modèle qu'au fond, c'est la disparition de cette enzyme, la DNA-méthyltransférase de type 1, qui est essentielle à la réponse thérapeutique. Et donc, ceci a conduit de manière assez naturelle, et vous voyez qu'on parle là on est vraiment dans le Collège de France, de la science en train de se faire, vous voyez, ce sont des articles publiés cette année, articles dans lesquels les auteurs se sont dit, au fond, si tout ce qui compte, c'est de bloquer la fonction de la DNA-méthyltransférase en induisant sa dégradation par des processus d'ailleurs sur lesquels on reviendra, des processus biochimiques sur lesquels on reviendra plus tard dans la suite de ce cours. Au fond, pourquoi ne pas faire des inhibiteurs purs par le même genre d'approche que celle que nous avons décrite dans le cours précédent? Et donc, ils ont réussi à obtenir des inhibiteurs de cette DNA-méthyltransférase 1 qui ne soient pas des dérivés de nucléotides, mais qui vont simplement bloquer la fonction de l'enzyme. Et ces inhibiteurs vont permettre donc une inhibition de la fonction enzymatique. Alors, bien entendu, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va comparer l'efficacité de la molécule classique, hein, l'azacitidine ou la décitabine, avec ce nouvel inhibiteur pur de l'activité de cette enzyme. Et on voit, en mesurant au niveau du génome la méthylation des cytosines de manière globale, qu'on va avoir effectivement, de manière dose dépendante, une diminution drastique de la méthylation des résidus de cytosine. C'est attendu, et ça montre que finalement, avec des comparaisons avec des concentrations relativement comparables et qui sont de l'ordre de l'efficacité d'un médicament, avec des concentration nanomolaire, on va obtenir une excellente déméthylation du génome. Et quand on regarde maintenant au niveau de locus individuel, en comparant encore une fois cet inhibiteur pur avec la molécule historique, on voit qu'au niveau des gènes individuels, on a des patrons de réponse qui sont extrêmement comparables avec les mêmes gènes qui vont être soit activés, soit réprimés en réponse à l'activation de ces médicaments. Alors, ça c'est bien, ce sont des lignées cellulaires. Reste à voir ce que ça donne maintenant dans un système in vivo, donc dans des souris immunodéficientes, implantées avec une lignée cellulaire. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'au fond, quand on compare à la molécule historique, hein, la décitabine, la prolongation de la survie est tout à fait comparable à ce qu'on obtient avec la molécule historique, et même on peut pousser la dose. Vous voyez que la dose la plus élevée est représentée ici en violet, et avec cette dose plus élevée, on a une réponse qui est bien supérieure à celle de la molécule historique. Alors on peut comparer aussi au niveau dans ce système in vivo, hein, la réponse. Et ce que cela vous montre, c'est qu'effectivement, ces nucléotides modifiés, hein, la 5-asa-déoxycytidine, va avoir l'effet attendu, la dégradation progressive en fonction de la dose de la DNA-méthyltransférase 1. D'ailleurs, également des autres DNA-méthyltransférases qui sont également dégradées en réponse à des concentrations faibles déjà de décitabine. On voit que ce nouvel inhibiteur, qui n'est pas un dérivé nucléosidique, encore une fois, n'a aucun effet sur la stabilité de ces protéines, il va simplement bloquer leur fonction. Et une différence importante, c'est que quand on regarde ce qu'on appelle gamma H2AX, qui va être une marque de
souffrance de l'ADN, de cassure de l'ADN, eh bien on voit qu'avec la décitabine, on a effectivement dans ce processus de déméthylation une étape de cassure de l'ADN que vous voyez très bien ici, avec une induction dose dépendante de cette marque, de cette signature de cassure de l'ADN, alors qu'on n'a absolument rien avec l'inhibiteur pur de l'ADNA méthyltransférase de type 1. Donc, une molécule beaucoup moins toxique, on peut pousser la dose assez fort, assez peu d'effets secondaires, pas de lésion de l'ADN, on a un effet déméthylant pur, et au moins dans ce que les auteurs ont pu examiner, on semble avoir la même activation des voies d'aval, les mêmes changements d'expression génétique, une même induction de la signalisation interféron, dont je vous ai dit que c'était une des signatures de ce type de molécule, et dont on sait qu'elle contribue à la réponse clinique. Donc c'est un candidat médicament, et potentiellement c'est un candidat médicament qui pourrait être beaucoup plus puissant que les déméthylants actuels, en admettant toutefois que l'intégralité de leur efficacité clinique vienne bien de la déméthylation de l'ADN, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas du tout certain. En effet, on sait que la 5-azacitidine ou la 5-azadéoxycitidine vont également activer des voies de réparation de l'ADN, puisqu'on va avoir des phénomènes de cassure de la molécule d'ADN, et on peut imaginer que ces cassures de l'ADN contribuent également en partie à la réponse, et que donc des inhibiteurs purs qui ne vont pas altérer cette molécule d'ADN pourraient avoir un effet sur la réponse clinique. Alors, vous retrouvez une diapositive que j'ai utilisée dans le cours précédent, et vous vous rappelez donc ces deux enzymes fondamentales, la ribonucléotide réductase et l'enzyme SAMHD1, qui vont assurer l'équilibre du pool nucléotidique, l'un en promouvant la synthèse et l'autre en promouvant la dégradation, avec des mécanismes extrêmement complexes de régulation croisée. Et vous vous rappelez donc que finalement la ribonucléotide réductase va essentiellement être responsable de passer à la forme désoxy sur la molécule de sucre, sur le ribose, ceci étant une étape d'activation, et que SAMHD1, au contraire, va cliver la queue les chaînes de polyphosphate pour revenir aux formes de nucléotides non activés. Alors, ces deux enzymes, en fait, pourraient non seulement jouer sur l'équilibre des précurseurs normaux, mais pourraient également jouer sur les médicaments, sur les nucléotides modifiés, et pourraient donc avoir un rôle important dans la modulation de cette réponse. Et donc, puisque SAMHD1 à la fois va être mutée dans des cancers dans lesquels elle va conduire à une augmentation de la concentration intracellulaire de nucléotides, mais qu'elle est également impliquée dans la forme non mutée au contrôle de l'activité virale. Je vous ai expliqué qu'en particulier, SAMHD1 était un facteur de restriction du virus HIV, en fait, en diminuant fortement la quantité de nucléotides qui permet la réplication du virus. Eh bien, on peut imaginer que l'état de SAMHD1 va modifier la réponse aux médicaments. Et donc, en particulier, il a été montré, pour revenir sur les dérivés de la 5-azacitidine et de la 5-azadéoxycitidine, que la forme active de la 5-azadéoxycitidine, la forme triphosphate, qui va rentrer en compétition donc, dans la molécule d'ADN pour conduire à la déméthylation, eh bien, cette forme active, en fait, peut être la cible d'une déphosphorylation par l'enzyme SAMHD1, et donc en principe, elle pourrait modifier l'efficacité du traitement et éventuellement même être un biomarqueur de l'activité clinique. En revanche, la forme 5-AZA, elle, va pouvoir, comme on l'a vu, rentrer dans la molécule d'ARN, et une partie variable, donc estimée entre 10 et 30%, va être processée par la ribonucléotide réductase pour donner la forme désoxy qui va rentrer dans la composition de la molécule d'ADN. Et donc, ce que ces auteurs, et là encore, il s'agit, vous voyez, de travaux tout à fait récents et actuels, ont cherché à faire, c'est de voir in vivo
si l'extinction de l'expression de cette enzyme, SAMHD1, ce qui est représenté ici par la forme KO, knockout, va changer la réponse à l'enzyme, et donc avec la déoxy-5-acétidine. Et vous voyez que dans ce cas-là, avec la forme déoxy, on a effectivement, en présence de l'inactivation de SAMHD1, on va avoir un effet thérapeutique augmenté, impliquant que dans cette situation, dans cette lignée, on a effectivement une dégradation de la forme active, et que cette dégradation de la forme active est responsable d'une moindre efficacité dans ce système. Et de manière tout à fait remarquable, si on fait la même expérience, mais cette fois-ci avec l'autre dérivé, avec la 5-acétidine, eh bien on s'aperçoit de manière un petit peu surprenante que là, on n'a plus d'effet. C'est-à-dire qu'avec ou sans SAMHD1, on a toujours une réponse clinique, même si la réponse n'est pas considérable. Et donc, ceci, en fait, suggère qu'au moins dans ce modèle, les effets de la 5-acétidine sur l'ARN sont au moins aussi importants que les effets de la 5-acétidine sur l'ADN, traduisant encore une fois le fait que les modes d'action de ce type de dérivés ne sont pas compris de manière très, très précise et très complète. Donc, SAMHD1 est aussi capable de dégrader d'autres bases modifiées. Et par exemple, il a été montré qu'il est capable de dégrader également l'ARA-CTP, qui est la forme active de la cytarabine, dont on a vu que c'était l'un des principaux médicaments utilisés dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes. Et donc, dans cette publication récente également, les auteurs ont voulu faire un crible de substances qui seraient capables de bloquer l'activité de SAMHD1 de manière à sensibiliser à la cytarabine. Et de manière tout à fait surprenante, ils ont trouvé des médicaments bien connus, comme la gemcitabine, qui sensibilisent fortement aux effets toxiques de l'aracitine, mais sans inhiber SAMHD1. On va le voir, les données sur la diapositive suivante. Et en fait, un ensemble d'expériences leur a permis de montrer qu'en fait, cette sensibilisation est indirecte. Et cette sensibilisation passe par une inhibition de la ribonucléotide réductase qui va permettre de diminuer la synthèse des nucléotides endogènes. Et la synthèse de ces nucléotides endogènes, vous vous rappelez, va avoir un effet de rétrocontrôle sur l'activité de SAMHD1. Donc voilà les données. Donc un crible avec deux variables, des concentrations d'ARAC croissantes, et puis on réalise le crible avec des concentrations croissantes également d'autres inhibiteurs qui sont ici des inhibiteurs de la ribonucléotide réductase, et on fait exactement la même expérience dans une cellule pour laquelle on a inactivé l'enzyme SAMHD1. Et donc ce que vous résume cette figure qui est sortie de cette publication, c'est qu'au fond il peut y avoir un effet synergique extrêmement fort que vous pouvez voir ici et qui est entièrement dépendant de l'activité de SAMHD1, puisqu'on n'observe absolument pas dans une cellule qui est dépourvue de cette enzyme. Et donc, le modèle que proposent les auteurs, c'est que si on part du médicament qui est un précurseur, qui va être activé par la désoxycytinine kinase en ARA-CTP, qui est la forme active qui va rentrer dans l'ADN, cette forme active peut être dégradée par l'enzyme SAMHD1. Et comme l'activité de SAMHD1 est augmentée par les nucléotides endogènes, la diminution de la synthèse des nucléotides endogènes par l'inhibition de la ribonucléotide réductase va inhiber l'activité de SAMHD1 et du coup renforcer l'action du médicament par l'inhibition du rétrocontrôle négatif. Alors ça, c'est une chose qui est importante en fait parce que déjà, un certain nombre de patients ont pu bénéficier de combinaisons d'hydroxyurée et d'aracitidine sans qu'on ait vraiment rationalisé le bénéfice de ces combinaisons. Et un certain nombre d'essais cliniques suggèrent que, effectivement, ça pourrait être une stratégie facile à mener qui augmenterait l'effet de l'ARAC. Alors, encore un mot sur ce que j'ai appelé
mentionné comme nucleotide sanitizing. Donc, ceci traduit le fait que les nucléotides sont des molécules fragiles, très fortement réactives et qui sont faciles à oxyder. Les nucléotides libres étant en fait beaucoup plus susceptibles à l'oxydation que la forme polymérique qui est la molécule d'ADN. Et il existe de nombreuses formes de nucléotides modifiés, mais les plus courants sont la 8-oxoguanine, qui est un marqueur classique de stress oxydant, et puis la 2-hydroxy-DATP. Et donc ce processus de nettoyage en fait, nucléotidique est assuré par toute une série d'enzymes qui vont dégrader en fait, ces nucléotides modifiés avant que ceux-ci n'aient pu s'intégrer dans la molécule d'ADN. Et donc, les auteurs qui ont poursuivi ces travaux se proposaient de se dire, au fond, que de bloquer l'activité de ces enzymes de nettoyage devrait conduire à l'intégration de nucléotides modifiés, devrait être toxique pour la cellule, pourrait donc être de bons anticancéreux. Alors, sans rentrer dans les détails, une des enzymes dont on va parler beaucoup, c'est MTH1, qui va nettoyer, en fait, cliver les formes oxydées du DGTP et du DATP. Cette enzyme est une des enzymes principale contrôlant la mutagénèse chez les bactéries. Si on inactive l'homologue de cette enzyme chez la bactérie, on va avoir une mutagénèse très très fortement augmentée. Et donc, les auteurs ont développé des inhibiteurs, mais on peut se poser quand même la question de l'index thérapeutique. Dans les toutes premières diapos du cours, vous vous rappelez que je vous disais qu'il est toujours essentiel de savoir qu'est-ce qui différencie la cellule normale de la cellule cancéreuse pour avoir un index thérapeutique. Et là, le seul index thérapeutique que l'on puisse imaginer, c'est la croissance différentielle entre des tissus qui croissent très vite et d'autres qui croissent doucement. Néanmoins, et c'était au fond la preuve de concept de cette approche, c'est que des travaux anciens avaient montré que chez des souris prédisposées au développement des tumeurs par inactivation d'un anti-oncogène, eh bien, l'inactivation génique de MTH1 va en fait conduire à un blocage du développement de ces tumeurs, ce qui établit donc que c'est une cible pharmacologique raisonnable et qu'on a une preuve de concept de cette activité anticancéreuse potentielle d'inhibiteur de cette enzyme. Néanmoins, pour l'instant, les premiers inhibiteurs qui ont été développés ont beaucoup d'autres effets, en particulier des effets sur les microtubules qui semblent être impliqués aussi dans leurs effets in vivo. Donc c'est un sujet qui est encore en pleine exploration. Alors je voudrais parler maintenant de données là aussi qui sont vraiment des données en plein développement, qui sont l'exploration des interactions avec le microbiote à travers le commentaire de deux études assez complexes, mais dont j'ai essayé de vous résumer les points les plus saillants, qui ont été publiés il y a 5 ans dans Cell, et qui, au fond, se sont intéressés à un trio, un organisme modèle, qui est le ver C. elegans, des bactéries, dont C. elegans va se nourrir et qui vont constituer donc son microbiote intestinal, et puis des médicaments anticancéreux utilisés chez l'homme, en particulier la 5-fluorouracile, le 5-FU, qui est largement utilisé dans le traitement en particulier des cancers du côlon. Et donc, ce que ces études, qui ne portent pas sur des cancers, mais qui portent sur du développement normal, du C. elegans tout à fait normal, ce que ces études ont révélé, et c'est pour ça qu'elles ont été publiées dans cette revue extrêmement prestigieuse, c'est qu'il existe des interactions complexes, largement au-delà de ce qu'on a mentionné sur les interactions entre les nucléotides et les mitochondries, mais qu'il va exister également un dialogue avec les bactéries du microbiote intestinal, que ce soit dans cet organisme modèle ou dans des situations plus complexes comme chez l'homme. Et donc on va avoir une modulation de la réponse, dont vous allez voir qu'elle est de très grande ampleur. Ce ne sont pas des petits effets, ce sont des effets qui vont jouer sur deux logarithmes de toxicité chez C. elegans à partir de modifications de la flore intestinale. Et ceci donc établit l'existence d'un dialogue croisé finalement entre l'hôte qui va subir la toxicité, le médicament, et le microbiote qui va moduler de manière tout à fait drastique cette toxicité. Alors,
quelques courbes expérimentales. Donc, comment est-ce qu'il faut interpréter ces courbes? Eh bien, on va en fait faire pousser ces petits vers sur des boîtes de pétri sur lesquelles on aura fait pousser des bactéries, et le ver va manger les bactéries pour se nourrir. Et vous voyez que et on va réaliser ces expériences avec des doses de 5 FU, vous voyez, qui varient pratiquement d'un facteur 1 à 100. Et comme vous pouvez le voir, en fonction des souches bactériennes sur lesquelles on réalise cette expérience, on va avoir des toxicités du 5FU qui vont être extrêmement différentes, vous voyez, entre cette souche sur laquelle le 5FU est pratiquement inefficace et une autre sur laquelle on a une efficacité absolument formidable. Alors ça c'était première observation avec des souches de laboratoire. Deuxième observation avec des souches sauvages qui viennent de la nature, on voit exactement la même chose, donc ce n'est pas un artefact de laboratoire. Et puis l'expérience essentielle, il faut que les bactéries soient vivantes. Si on fait pousser des bactéries et qu'on les tue après, C. elegans va manger des bactéries mortes, et à ce moment-là, il ne se passe absolument rien. Donc ça veut dire qu'on a besoin que les bactéries soient vivantes pour que cet effet de sensibilisation se manifeste. Et donc ça, c'est une preuve extrêmement forte de l'interférence entre ces deux systèmes biologiques, que la réponse à ce médicament anticancéreux va être très largement déterminée par le type de bactérie que le C. elegans va avaler. Alors, ça, c'est une représentation de cette expérience. Donc, on met les vers sur ce tapis bactérien avec deux types de phénotypes, au fond. Le ver va faire des embryons, mais ces embryons qui sont représentés ici comme ces petites taches noires vont mourir, ou alors, encore plus drastique, le ver devient stérile, et donc il ne va pas pondre d'embryons, et ceci vous est représenté donc par les 3 couleurs. Et vous voyez que suivant le médicament anticancéreux qu'on utilise, et donc ça c'est une autre équipe qui a publié des travaux similaires dans la même revue, que ce soit avec le 5FU, avec la camptothecine ou avec la fluorodésoxyuridine, eh bien on va avoir, suivant le type de bactérie, vous voyez, des courbes dose-réponse extrêmement différentes, peut-être la plus différente étant celle-ci, où on a une sensibilisation formidable par une souche et pratiquement aucun effet avec l'autre souche. Alors, ça c'est déjà très élégant, mais on peut faire encore beaucoup plus compliqué, et pour rentrer dans les mécanismes intimes de l'effet biologique qu'on va observer, avec maintenant un crible à 3, où on va avoir un hôte qui est constant, qui est le C. elegans, un médicament qui est constant, qui est le 5FU, mais pour lequel on va faire des doses-réponses, et puis on va pouvoir commencer à inactiver un certain nombre de gènes chez la bactérie, et on dispose de collections de bactéries pour lesquelles tous les gènes ont été inactivés un à un, pour essayer de comprendre, au fond, quel est le gène qui est responsable de cet effet. Et alors voilà une expérience qui en résume beaucoup d'autres, où on va inactiver en fait un gène de la bactérie qui est responsable de la synthèse de la bactérie B6, de la vitamine B6, pardon, et le pyridoxal. Et vous voyez que si on bloque la synthèse de cette vitamine B6, on va induire une résistance absolument majeure. Et cette résistance majeure est complètement effacée si maintenant on rajoute de la vitamine B6. Donc, conclusion, ça veut dire que dans ce modèle-là, la sensibilisation vient de la synthèse de vitamine B6 par la bactérie, et donc il suffit de rajouter de la vitamine exogène, vous voyez, pour sensibiliser de nouveau très fortement à la mort induite par le 5FU. Et puis dans ce crible, on va également trouver que le métabolisme de la glycine, de la sérine ou des folates, on retombe sur les folates, vont modifier fortement la réponse au 5FU chez l'hôte. Alors, voilà pour vous montrer un peu ce que ce genre de crible peut donner. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est chacune des enzymes de la voie de biosynthèse des nucléotides chez la bactérie. Et on voit donc qu'il y a deux groupes. Il y a certaines inactivations géniques qui vont complètement bloquer la réponse au 5FU, et d'autres, au contraire, qui vont énormément sensibiliser. Là, on est avec la même souche de bactéries, on inactive simplement des enzymes impliquées dans le métabolisme. Et au fond,
ce qui est essentiel, on traite avec du 5-FU, c'est que l'enzyme essentielle, c'est celle qui va permettre de convertir le 5-FU en précurseur de ribonucléotides et pas en précurseur de désoxyribonucléotides. Et ceci est sensibilisé fortement si on bloque la synthèse endogène de nucléotides. Et donc la conclusion des auteurs, c'est qu'au fond, on a un rôle essentiel des métabolites du 5-FU, mais qui ne sont pas les métabolites qui vont rentrer dans la synthèse de l'ADN, comme on avait pu l'imaginer, mais les métabolites qui vont rentrer dans la synthèse de l'ARN, et que c'est donc par la perturbation du métabolisme de l'ARN que dans ce système-là, dont je vous rappelle que ce n'est pas un système cancéreux, c'est du développement normal, on a cette toxicité. Et effectivement, quand on a fait tout ça, ce qui est très compliqué, on peut passer à l'expérience qui tue, à l'expérience facile, au fond, dans laquelle on peut bloquer cet empoisonnement, finalement, de coli par le 5-FU, on peut le bloquer par un précurseur de l'uridine, donc précurseur d'ARN, et on ne bloque pas par la thymidine, qui est le précurseur de l'ADN, ce qui est vraiment la démonstration extrêmement élégante que dans ce modèle-là, encore une fois, c'est l'intégration de ribonucléotides modifiés dans la molécule d'ARN qui est responsable de la toxicité. Bon, ce qui est schématisé donc par ce dialogue, au fond, dans lequel la bactérie va fabriquer du fluorouracile triphosphate qui va transposer ensuite à l'hôte, et l'hôte, donc le ver, va intégrer ces précurseurs dans ces molécules d'ARN, et ce sont ces molécules d'ARN modifiées qui vont être responsables de la mort, plus que des modifications du métabolisme des nucléotides qui existent aussi, mais qui sont moins importantes dans la mort. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des études extrêmement élégantes qui illustrent de manière parfaite ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de système, dans laquelle on arrive à modéliser avec des systèmes extrêmement puissants. Vous avez vu ce crible génétique sur la bactérie avec les facteurs métaboliques, les facteurs de médicaments anticancéreux qui modulent l'un et l'autre. Et donc, ceci souligne la complexité des interactions et comme vous le savez probablement, il y a un certain nombre d'études qui ont impliqué le microbiote dans la réponse aux médicaments chez l'homme, et c'est peut-être pas pour rien que le 5-FU est largement utilisé dans le traitement des cancers du côlon, peut-être justement parce qu'il y a une proximité avec le microbiote. Alors, en conclusion de cette première partie du cours sur les dérivés nucléotidiques, donc vous avez compris que de très nombreux dérivés nucléotidiques sont utilisés comme anticancéreux. Juste pour mémoire, un certain nombre d'entre eux sont également utilisés comme antiviraux. Il y a de nombreuses molécules de nucléotides modifiés qui sont utilisées avec succès comme antiviraux. Et une des conclusions de ces travaux, donc récents encore une fois, c'est que contrairement à ce qu'on avait pu penser pendant très longtemps, ces dérivés nucléotidiques ne ciblent pas uniquement la réplication de l'ADN nucléaire, il peut y avoir des effets sur la mitochondrie, des effets sur l'ARN, et les doses et la biotransformation sont des éléments extrêmement importants qui compliquent beaucoup les choses, et donc une réexploration de leur métabolisme et de cette pharmacologie est en cours et qui ouvre de nouvelles pistes de compréhension et de modes d'action. De modes d'action dont vous avez compris qu'ils n'étaient déjà pas forcément très simples dans le contexte de monochimiothérapie, mais n'oublions pas que la plupart du temps chez des patients, aujourd'hui, ce sont des polychimiothérapies, et donc on va complexifier encore largement la question en mélangeant des molécules qui peuvent interférer l'une avec l'autre, ce qui complique encore les interprétations, d'où la difficulté d'identifier de bons biomarqueurs de réponse à ces traitements. Mais ce qui laisse en même temps imaginer que cette réexploration, au fond, de cette chimie et de cette biologie qui avait une trentaine d'années, cette réexploration pourrait amener à des découvertes importantes, éventuellement avec de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc, un domaine en pleine effervescence, et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, ma chaire organise un colloque qui aura lieu le 22 mai, qui va réunir un certain nombre de spécialistes mondiaux de ces questions, qui vont parler donc de leurs travaux en cours sur la réexploration des métabolismes.
Alors je voudrais passer maintenant à la deuxième grande question que je voulais discuter avec vous dans ce cours, qui là encore est un approfondissement de questions que nous avons vues l'an dernier, qui est au fond les alkylants. Alors que sont ces alkylants? Ces alkylants, ce sont des molécules chimiques extrêmement réactives et qui vont, entre autres, on va le voir, cibler les bases, mais cibler les bases, cette fois-ci, au lieu d'avoir des bases modifiées qu'on donne comme traitement, on va donner des espèces chimiques extrêmement réactives qui vont aller modifier ces bases, et ce sont ces modifications des bases qui, au moins en partie, vont être responsables de l'effet thérapeutique. Donc, pour ceux d'entre vous qui étaient présents au cours de l'an dernier, vous vous rappelez que ceci, encore une fois, a été découvert largement par hasard pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion d'une explosion en fait, d'un bateau qui stockait des gaz de combat. Et chez les militaires qui sont morts du fait de l'exposition à ces gaz de combat, au cours de l'autopsie, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une toxicité hématopoïétique retardée qui n'était pas du tout connue, à laquelle on ne s'attendait pas. Et donc, très rapidement après, eh bien, des médecins, je crois de Harvard, ont utilisé ce composé extrêmement simple, donc qui s'appelle la moutarde azotée, chez des patients atteints de cancer diffus de lymphome, donc chez des patients à qui on n'avait aucune solution à proposer, puisque le côté diffus empêchait la chirurgie, empêchait la radiothérapie, donc étaient exposés à des doses croissantes de moutarde azotée, et de manière tout à fait surprenante, ces médecins ont obtenu des rémissions transitoires, c'est-à-dire que transitoirement, au moins pendant quelques semaines, la tumeur a fondu en réponse à l'exposition de ces moutardes azotées. Et donc, c'est progressivement, évidemment, ceci a été raffiné, on va voir comment, mais ces études, finalement commençant par un accident de guerre, ont débouché sur des produits qui sont aujourd'hui très largement utilisés, produits dont les cibles moléculaires commencent à être mieux comprises et pour lesquels on commence également à avoir des éléments permettant d'expliquer la spécificité de l'action de ce type de produit. Alors, ce qu'on trouve dans tous les textbooks pour expliquer l'effet de la moutarde azotée, donc vous voyez que c'est une espèce extrêmement réactive. Cette espèce extrêmement réactive va être capable d'aller cibler l'atome d'azote qui est porteur d'une charge nucléophile sur la base de guanine. Et cette espèce réactive va donc faire ça 2 fois finalement. Et en ciblant 2 résidus de guanine différents sur la chaîne de l'ADN, va être capable de réaliser au fond un pontage covalent entre les 2 chaînes d'ADN. Évidemment, ce pontage covalent entre les 2 chaînes d'ADN est quelque chose d'extraordinairement toxique, puisqu'il va empêcher la réplication, il va empêcher la séparation des 2 chaînes, qui est le prélude à la réplication de l'ADN. Et donc, ça, c'était le modèle classique permettant d'expliquer l'action de ces alkylants sur la molécule d'ADN. Alors, on a développé d'autres alkylants. On parlera des dérivés du platine un peu plus tard dans ce cours, peut-être dans le cours prochain. Produit extrêmement largement utilisé en chimiothérapie anticancéreuse aujourd'hui et qui partagent une partie du mode d'action avec ces alkylants. Et puis les nitrosourés qui font la même chose. Alors, quand on regarde d'un petit peu plus près, en fait, on s'aperçoit que ces alkylants, qui encore une fois sont des agents qui vont réagir de manière extraordinairement non spécifique, peuvent faire des tas de choses. Ils peuvent se fixer 1 fois sur la molécule d'ADN, ils peuvent se fixer 2 fois, quand ils sont bivalents, sur le même brin, ou ils peuvent réaliser ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va arriver à ponter les deux chaînes différentes de la molécule d'ADN, soudant finalement cette molécule d'ADN et empêchant sa réplication. Mais on peut aussi parfaitement imaginer qu'on va souder une base avec une protéine avoisinante, et donc on va créer des gros aduits sur cette molécule d'ADN. Donc quelle est la cible clé? On ne sait qu'en partie, et on ne sait qu'en partie avec quand même des observations importantes montrant que les systèmes de réparation de l'ADN sont extrêmement importants dans la réponse aux alkylants,
soit chez des patients, on verra des exemples, soit dans des modèles précliniques. Et ceci donc établit de manière claire que le ciblage de l'ADN par des alkylants est important pour leur efficacité thérapeutique. Et en fait, on a pas mal étudié 2 enzymes clés de cette réparation, dont on va reparler extensivement dans la suite du cours, MGMT et AAG. Mais il faut toujours garder en mémoire que ce n'est peut-être pas le seul mécanisme impliqué. On a capacité de faire toutes sortes d'autres lésions. Alors, chose importante, contrairement aux dérivés nucléotidiques sur lesquels on a passé le premier cours, dont je vous avais dit au départ qu'ils étaient extrêmement liés au cycle cellulaire, puisque c'est pendant le cycle cellulaire qu'ils vont s'incorporer dans la molécule d'ADN. Ici, on a des effets qui sont indépendants du cycle cellulaire et qui vont aussi, parce qu'ils vont cibler aussi l'ADN post-réplication. Et ce ciblage indépendant du cycle cellulaire est évidemment très important parce qu'on va avoir un ciblage, on peut avoir un ciblage des cellules souches, que ce soit les cellules souches normales ou les cellules souches cancéreuses, puisque vous savez que les cellules souches sont des cellules qui vont se diviser très peu. Et ceci explique donc la toxicité germinale de ce type de produit, puisque à forte dose, vous savez qu'ils vont être responsables de stérilité, en fait, en ciblant les cellules souches germinales. Et puis on peut avoir également un ciblage des régions télomériques qui sont parmi les mécanismes qu'on peut évoquer. Les régions télomériques sont à l'extrémité des chromosomes sont des régions dont on sait qu'elles sont très mal réparées du fait de problèmes topologiques. Alors, le cisplatine, par exemple, et d'autres alkylants aussi, vont avoir une toxicité rénale aiguë. Et il a été montré que cette toxicité rénale aiguë passe par des anomalies mitochondriales, l'idée étant qu'on peut éventuellement cibler soit les protéines mitochondriales clés, soit l'ADN mitochondrial. Et à cet égard, on sait que la réparation des adduits de l'ADN est beaucoup moins facile dans la mitochondrie. Les complexes de réparation ont beaucoup de mal à rentrer dans les mitochondries comparé au noyau. Alors, si on compare, si on commence à regarder la chimie de cette alkylation, et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, une remarquable revue écrite par une chimiste dans Nature Reviews on Cancer, qui montre donc avec on retrouve nos quatre bases, thymidine, adénine, cytosine, guanine, et on retrouve les positions qui vont être ciblées. Donc ces deux atomes d'azote peuvent être ciblés sur l'adénine. Toujours cet atome d'azote peut également être ciblé sur la guanine ou celui-ci sur la cytosine, mais en fait ce ne sont pas les résidus qui sont les plus dangereux. Le plus dangereux au fond pour la cellule, c'est ce résidu d'oxygène porté par la guanine, qui est l'oxygène 6, en position 6, qui est vraiment la forme privilégiée et la plus grave de l'alkylation. Et même si ce n'est pas la plus importante, des études ont montré que la 6-O-méthylguanine représente moins de 5% des lésions des alkylants, mais elle semble responsable de la majorité des effets biologiques, et on va voir comment. Et à cet égard, donc, je vous rappelle que les alkylants, que ce soit des alkylants exogènes, des médicaments, ou des alkylants endogènes qui peuvent être produits par les métabolismes, sont mutagènes et ils sont aussi protumoraux. Ces traitements anticancéreux sont connus pour induire secondairement, chez un petit nombre de patients, favoriser en fait le développement ultérieur d'autres cancers parce qu'ils vont soumettre les tissus normaux à des stress mutagéniques extrêmement élevés, extrêmement importants. Donc, juste pour vous montrer que ça existe dans la vraie vie, donc tout ça, ce sont des médicaments qui sont utilisés dans différents types de tumeurs. Beaucoup, on va le voir dans des tumeurs du système nerveux central, dans les gliomes, avec en particulier le temozolomide, dont on va parler beaucoup, parce que son mode d'action a été très bien étudié, des dérivés des nitrosourés, et puis des dérivés bivalents, bifonctionnels, des moutardes azotées, avec là aussi toute une série de composés utilisés dans le traitement des leucémies, des lymphomes, du cancer de l'ovaire ou des cancers du sein. Alors,
Je vous ai dit que l'alkylation va donc conduire à l'étude des mécanismes de réparation. Alors, on ne va pas faire le détail de tout ça. Très schématiquement, d'abord, dire qu'il y a plusieurs systèmes. Au moins 5 systèmes sont décrits sur cette diapositive. Certains systèmes sont des systèmes directs. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une O-méthylation de la guanosine, certains systèmes, et en particulier cette enzyme MGMT, va directement exciser le groupement méthyle, et en excisant le groupement méthyle par l'intermédiaire d'une cystéine hyperréactive, on va corriger immédiatement le défaut. Même chose pour les modifications de l'adénine sur lesquelles une autre enzyme va pouvoir directement cliver le radical et restaurer l'ADN dans son état initial. Et puis après, il y a d'autres systèmes plus complexes, le Base Excision Repair, qui va juste enlever la base, ensuite induire des cassures et permettre une resynthèse de l'ADN. Le Nucleotide Excision Repair, NER, qui va, par intermédiaire d'un processus compliqué qui est lié à la transcription, réparer l'ADN aussi. Et puis un autre système qui est le Mismatch Repair, MMR, qui là, par l'intermédiaire d'un complexe de reconnaissance du mésappariement, va d'abord reconnaître la lésion, l'isoler, cliver un morceau de l'ADN et resynthétiser un nouvel ADN qui va être ensuite, par une ligase, ressoudé de manière à corriger ces lésions. Donc, systèmes qui peuvent éventuellement être complexes, systèmes qui, dans certains cas, certaines lésions peuvent être prises en charge par un système ou par un autre. On va voir des exemples. Et une chose importante, on y reviendra dans un instant, c'est que ce processus peut être interrompu, et quand en fait il est interrompu, il peut finalement faire une lésion beaucoup plus grave. C'est ce qui est connu pour le Base Excision Repair, où au fond, l'hyperactivité de cette enzyme AAG peut conduire en fait à l'accumulation de ces formes avec déjà une cassure d'ADN, cette étape-ci étant rapide et l'étape de réparation étant lente. Et donc, paradoxalement, la mise en route du système de réparation peut aggraver biologiquement, sensiblement, la réponse. Et enfin, la réparation, quand elle est mal faite, peut conduire à la mutagénèse. Et là aussi, on va voir des exemples. Alors, un petit catalogue, on ne va pas rentrer bien sûr dans les détails, qui vous montre pour chaque type de lésion, identifié sur les bases, sur les atomes d'azote ou sur les atomes d'oxygène, quel est le système de réparation qui va prendre en charge ces adduits responsables de l'alkylation. Très schématiquement, vous voyez que chaque fois qu'on a des dérivés du O6-méthylguanosine, c'est cette enzyme MGMT qui va intervenir. Et par ailleurs, quand on a un cross-link, donc quand on va souder ensemble deux bases, à ce moment-là, c'est le système de recombinaison homologue et le système Fanconi qui va intervenir pour réparer ces lésions bifonctionnelles. Et donc, en face de ces différents systèmes de réparation, toujours dans cette même revue, on détaille finalement un certain nombre de situations cliniques dans lesquelles on sait que ces systèmes de réparation ne sont pas au niveau désiré d'efficacité. Et on va parler en particulier plus tard de cette enzyme fondamentale, MGMT, responsable de la réparation directe, dont l'expression peut être perdue dans certaines formes de tumeurs du système nerveux central et également du système de mismatch repair, qui peut être perdue là aussi, de manière spontanée ou induite par le traitement dans un certain nombre de situations. Et puis, juste pour mémoire, on a le système également de recombinaison homologue, faisant appel aux gènes BRCA1 et BRCA2, pour lesquels on sait que certaines tumeurs, en particulier des tumeurs survenant dans un contexte familial, vont être associées à une perte de l'efficacité de ce système. On y reviendra un peu plus tard dans le cours. Bon, donc, revenons à cette lésion simple, la méthylation de l'oxygène 6,
qui peut être induite par ces différents médicaments, le chef de file étant le thémozolamide, qui va transférer directement ce résidu de méthyle sur cet oxygène, altérer donc la forme de la molécule d'ADN, et cet enzyme, par l'intermédiaire d'une cystéine hyperactive, va directement venir cliver et récupérer ce groupement méthyle, restituant donc le nucléotide dans sa forme initiale. Alors, qu'est-ce qu'on sait au fond sur la manipulation de l'efficacité de l'alkylation? En fait, il y a pas mal de choses qui sont connues et qui ont commencé par des travaux justement sur cette enzyme, montrant que cette enzyme est un déterminant absolument majeur de la sensibilité aux alkylants dans des lignées cellulaires, chez des animaux ou chez des patients. Alors, quand chez une souris transgénique on fait surexprimer cette enzyme, eh bien, la surexpression de cette enzyme va avoir des effets majeurs, à la fois au niveau chronique, hein, si on expose ces animaux à des doses continues et chroniques d'alkylants, on va avoir normalement un effet protumoral, on va favoriser le développement des cancers. Eh bien, en présence d'une surexpression de cette enzyme, cet effet protumoral va disparaître. Et de même que pour la résistance à la mort induite par des doses aiguës, on va avoir aussi une résistance majeure en surexprimant cette enzyme. Alors, pour vous montrer le niveau de conservation de la biologie, dans des travaux maintenant classiques, certains auteurs ont même surexprimé l'enzyme qui assure cette fonction chez la bactérie. Et donc, si on prend l'enzyme bactérienne et qu'on la surexprime chez une souris, on va induire une résistance très forte aux alkylants, démontrant encore une fois l'universalité du mécanisme, puisque l'enzyme bactérienne est capable, dans la souris, de répondre à la même fonction et d'induire la même protection. Alors, ce n'est pas seulement sur des effets protumoraux, il y a également un effet sur la neurodégénérescence, hein, et la surexpression de cette enzyme dans le cerveau va protéger les neurones de leur détérioration induite par des alkylants. Et si on fait l'inverse, donc si on inactive cette enzyme, eh bien, on va avoir une sensibilisation très forte à la mort induite par des alkylants. L'expression de cette enzyme est extrêmement variable, on va voir dans les tumeurs spontanées, à l'exception des gliomes, pour lesquels la perte est assez fréquente. Et juste pour mémoire, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la première enzyme du programme de Base Excision Repair, hein, l'enzyme AAG, qui est une glycosylase, a un effet inverse, c'est-à-dire qu'elle va initier la réaction, mais après, il y a une étape limitante. Et donc, s'il y a une très forte expression de l'AAG, finalement, comme c'est l'étape suivante qui est limitante, on va transformer finalement une lésion assez peu toxique en une lésion extrêmement toxique, et donc on va aggraver, en fait, paradoxalement, l'état des cellules, en laissant des intermédiaires avec des cassures simples brun qui sont très toxiques. Alors, juste quelques illustrations, hein, de ce que je vous dis pour vous montrer la puissance de cet effet. Si on compare la capacité de cellules à induire, pousser dans des conditions clonogéniques, hein, donc la capacité au fond d'une multiplication rapide, un effet de cellules souches, cet effet de multiplication rapide, de formation de colonies, en comparant des cellules qui expriment ou qui n'expriment plus cette enzyme, vous voyez qu'en réponse au thémozolamide, on a une différence de 3 log, un facteur quasiment 10 000 entre le pouvoir clonogénique avec l'enzyme, où au fond les cellules tolèrent relativement l'alkylant, et vous voyez que si on n'a pas du tout l'enzyme, on n'a plus rien qui pousse, tellement l'alkylation est toxique. Alors, à quoi ça sert en clinique? C'est important parce qu'en fait, dans les gliomes, donc dans les tumeurs du système nerveux central, il peut y avoir une perte de l'expression de cette enzyme. Et cette perte d'expression peut être liée soit à une méthylation du promoteur,
soit une perte complète du chromosome qui porte cette enzyme. Un certain nombre de ces tumeurs, en particulier les glioblastomes, sont génétiquement très instables, et donc elles vont perdre beaucoup de chromosomes. Et donc des travaux récents montraient qu'en fait l'association des deux événements, si on a une perte d'un allèle et méthylation de l'autre, on a une bien meilleure réponse clinique aux temozolomide. Et donc aujourd'hui, cliniquement, on va avoir un typage de l'expression de cette enzyme pour savoir s'il faut mettre en route le traitement par ce type d'alkylant ou pas. Alors une question qui reste ouverte, au fond, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce groupe de tumeurs relativement spécifique va perdre de manière si fréquente l'expression de cette enzyme, et on ne le sait pas vraiment. Juste une diapo pour vous montrer qu'il y a le temozolomide est le chef de file, mais il y a toute une série d'autres alkylants qui sont utilisés en clinique, largement pour des tumeurs du système nerveux central, mais aussi en partie pour la maladie de Hodgkin ou pour des mélanomes. Bon, donc, on est a priori dans un modèle simple. On a ce système de réparation, l'alkylant ne marche pas bien. On n'a pas le système de réparation, l'alkylant marche bien, au moins transitoirement. Alors en fait, les choses deviennent plus compliquées parce qu'il y a un deuxième partenaire qui arrive à ce moment-là, qui est justement le système de détection et de réparation des mésapariments, avec donc ces gènes MUT-S, MUT-L, qui vont reconnaître ce mésapariment dans l'ADN, couper ensuite l'ADN, exciser le fragment qui contient le mésapariment et resynthétiser un fragment nouveau et religuer pour réparer ce mismatch. Et donc, pour synthétiser en fait ce qui se passe, en réponse donc à des agents alkylants comme le temozolomide, eh bien, on a donc une alkylation d'un résidu méthyle sur ce résidu de guanosine. Donc deux choses l'une. Soit on a de la chance, l'enzyme va directement exciser le méthyle et tout va bien, il n'y a pas de mutation et la cellule survit. Soit on a un premier cycle de réplication et en fait, c'est là que les choses se compliquent parce que le méthyl au 6 guanosine va être en fait reconnu comme un autre type de base et va s'apparier du coup avec une thymidine. Au lieu d'avoir une cytosine, on va avoir un appariement avec la thymidine. Alors là encore, soit on a de la chance et on peut arriver à exciser ce résidu alkylé, ensuite avoir une réparation pour remettre le bon nucléotide en face du T et tout va bien. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est que ceci va être reconnu comme un mésapariment, et donc le complexe de réparation des mésapariments, à ce moment-là, va entrer en jeu. Il va entrer en jeu, il va reconnaître ça comme une structure anormale, mais malheureusement, en essayant de réparer, il va couper le mauvais brin, et donc il va enlever le T qui est en face en laissant toujours le résidu muté sur le brin intact, et donc va se créer ce qu'on appelle un cycle futile, où le système de réparation en permanence va essayer de réparer, il ne va pas y arriver, et donc ceci va conduire à des cassures simple brin chroniques, cassures simple brin chroniques qui vont activer les mécanismes d'apoptose, entre autres par création après de cassures double brin qui peuvent être réparées éventuellement par réparation homologue. Mais en fait, c'est l'emballement de cette activité de réparation qui ne peut pas arriver à réparer qui va être responsable de la mort, avec également recrutement des protéines impliquées dans la réparation de l'ADN, ce qu'on appelle les protéines de checkpoint, et en particulier la protéine ATR qui va être recrutée sur ce complexe et qui va signaler vers la mort. Alors vous allez me dire, tout va bien puisqu'au fond, on veut tuer. Donc ce mécanisme d'emballement du système de réparation, ce recrutement d'ATR, c'est ce qu'on souhaite puisqu'on veut tuer justement ces cellules cancéreuses. Alors, dans un premier temps, c'est ce qui se passe et tout va bien. Sauf qu'évidemment, vous comprenez très bien que tout va dépendre de l'intégrité de ce système de réparation.
Et donc, au bout d'un certain temps, malheureusement, ce système de réparation va être muté. Et si ce système de réparation est muté, eh bien à ce moment-là, le médicament n'a plus d'effet. Donc, ce système de réparation par le mismatch repair va directement induire la mort en réponse au temozolomide, en créant ce cycle futile de réparation qui conduit à des cassures d'ADN, également en recrutant des protéines du checkpoint comme la protéine ATR qui vont directement induire une signalisation qui conduit à la mort. Et donc, on a une très forte sélection de ces cellules qui sont par ailleurs génétiquement instables en faveur de la perte du système MMR. Et effectivement, le jour où le système MMR est perdu, à ce moment-là, eh bien, on va avoir des mutations, c'est-à-dire que quand ce système n'existe plus, à ce moment-là, on va directement aller vers la survie et vers la mutation. Et donc, l'alkylan, plutôt que d'induire de la mort, l'alkylan va induire de la mutation. Donc, il y a deux phases. Une première phase qui est une phase souhaitable, thérapeutique, où on est MGMT- mais MMR+. Et puis ensuite, par sélection de mutants perte de fonction de MMR, on va avoir une deuxième phase où on va avoir le défaut des deux systèmes de réparation. Et à ce moment-là, l'alkylan ne va plus conduire à la mort, mais l'alkylan va conduire à de la mutagénèse et maintenir la croissance des cellules. Donc ce mécanisme vous est résumé ici. Donc, la première chose, c'est de ne plus avoir ce système de réparation du 6-méthylguanosine. Deux cas de figure, soit le mismatch repair est intact, à ce moment-là on va avoir une reconnaissance des lésions, recrutement des complexes de réparation et activation de signaux de mort à travers ces checkpoints, soit le système est déficient et à ce moment-là on a simplement de la mutagénèse et une accélération du processus de mutagénèse sans effet thérapeutique. Bon. Donc ça, ce sont des modèles, ce sont des travaux faits sur des lignées cellulaires. Qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie? Eh bien, ça, c'est donc un extrait d'un papier publié d'ailleurs par un auteur français dans Nature il y a quelques années. Donc c'est tout à fait typique de ces grandes séries, de ces grandes études de génomique des tumeurs. Vous voyez que les chiffres sont considérables. Il y a pratiquement 1500 tumeurs qui ont été analysées. Ces 1500 tumeurs ont été analysées pour à peu près tout ce qu'on peut analyser, des anomalies génétiques, l'extinction de l'enzyme MMG, le grade, le taux de mutation. Et ce que montrent ces analyses, c'est qu'effectivement, dans la vraie vie, chez les patients, eh bien, quand on a affaire à une tumeur récurrente, donc qui a pu bénéficier de traitement par du temozolomide, on va avoir une bien plus grande instabilité génétique, que cette instabilité génétique va être dépendante du nombre de cycles. Donc plus on a eu de cycles avec l'alkylan, plus il va y avoir d'instabilité génétique et de mutation. Et si on est capable, sur un sous-ensemble de patients, de distinguer les situations où le promoteur du MGG était méthylé ou pas, on voit qu'il y a induction d'instabilité génétique uniquement après le traitement du temozolomide, uniquement si le promoteur était méthylé. Donc ceci démontre dans la vraie vie qu'au fond, ce traitement va être dans un premier temps efficace parce que la mise en route du système de réparation va induire la mort, mais que dans un deuxième temps, qui malheureusement est pratiquement inévitable, quand le système de réparation va être perdu, à ce moment-là, on va simplement avoir un effet de mutagénèse et que cet effet de mutagénèse peut conduire à des modifications profondes de la biologie de la tumeur. Alors si on regarde un peu plus dans les détails, et qu'on regarde au fond quels sont les gènes qui sont inactivés de manière préférentielle en fonction de la charge mutationnelle, eh bien, de manière tout à fait attendue, on va retrouver, et elles sont indiquées ici en rouge, des protéines qui sont impliquées dans ce complexe de réparation. Donc effectivement, la survenue de cette instabilité génétique signe l'inactivation de ce complexe de réparation dans la vraie vie, avec donc des gènes comme MSH6,
MSH1, MSH2, et également les gènes BRCA1, BRCA2, dont on a parlé et dont on reparlera plus tard dans ce cours. Alors, en particulier avec des tumeurs cérébrales qu'on appelle des glioblastomes, on peut arriver à faire ce qu'on appelle des sphéroïdes, c'est-à-dire que ces tumeurs ont des propriétés de cellules souches, et si on les met dans des conditions de culture en 3 dimensions, dans de la gélatine, elles vont reproduire au fond des espèces de mini-tumeurs qui poussent très bien dans de la gélatine. Et on peut donc faire des analyses dose-réponse de traitement à ces alkylants. Et ce que vous voyez, c'est que quand on part d'une cellule qui n'a pas d'hypermutation et pour laquelle le système de mismatch repair est actif, vous voyez qu'on a une inhibition de croissance, ce sont les courbes en bleu, de manière tout à fait claire. Et par contre, quand on part d'une cellule pour laquelle le système de réparation est déficient, eh bien, on voit que le traitement n'a plus aucune efficacité. En fait, dans ce cas-là, le traitement ne conduit pas à la mort, le traitement conduit simplement à de l'hypermutation. Alors, une autre illustration, c'est qu'on peut faire la même chose, non pas en sphéroïdes, mais cette fois-ci chez des souris immunodéprimées. Et ce que vous voyez, c'est que si on ne traite pas, on va avoir une augmentation considérable, c'est une échelle logarithmique de la taille de la tumeur. Si on traite maintenant ces tumeurs sensibles avec le temozolomide, on va avoir une stabilisation. On n'éradique pas la tumeur, mais on l'empêche de pousser. Et si on regarde finalement des tumeurs qui deviennent résistantes, dans ce contexte-là, c'est la même xénogreffe, eh bien, au moment où elles sont devenues résistantes, on voit apparaître des mutations caractéristiques de cette exposition à cet agent alkylant. Bon, donc ceci traduit donc le fait que l'action de ces alkylants, qui a été mal comprise pendant de nombreuses années, en fait, peut maintenant être modélisée de manière relativement satisfaisante en intégrant ces deux systèmes de réparation, l'un étant un facteur initial de sensibilité et l'autre étant un facteur secondaire de résistance. Et la perte secondaire du mismatch repair va conduire à une hypermutation. Et donc, et on va le voir soit à la fin de ce cours, soit au suivant, qu'en fait on peut commencer à imaginer des stratégies thérapeutiques à partir de cette séquence. Mais avant ça, je voudrais partager avec vous quelques données plus larges qui étendent en fait ce concept. Travaux très récents, vous voyez, publiés dans Science il y a 2 ans, qui montrent qu'en fait ce système d'adaptation est quelque chose qui est assez général. C'est-à-dire qu'une cellule cancéreuse qui va être soumise à du stress, et le meilleur stress qui puisse y exister pour une cellule cancéreuse, c'est un traitement anticancéreux. Et donc quand on va soumettre une cellule cancéreuse in vivo à un traitement anticancéreux, ça va être une réaction de stress, et au cours de cette réaction de stress, la cellule va finalement devenir hypermutable, exactement ce que je vous ai montré au niveau du traitement par le temozolomide. Donc là, maintenant, on n'est plus dans le cerveau, on est sur des modèles de cancer colique, qui vont être traités par des inhibiteurs de la voie de l'EGF ou des inhibiteurs de BRAF, donc des inhibiteurs de la signalisation des kinases, qui vont donner l'ordre de division à ces cellules, traitements qui sont utilisés en clinique. Et on regarde justement l'activation l'abondance de ces protéines, on en a vu quelques-unes déjà, qui justement sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Et ce que vous pouvez voir de manière très claire, c'est qu'en réponse à ce traitement, eh bien, le niveau d'expression de la plupart de ces protéines diminue. C'est particulièrement clair pour cette protéine BRCA2 qui est impliquée dans la réparation, réparation par recombinaison homologue. Vous voyez qu'il y a une extinction extrêmement rapide de l'expression de ces protéines. Donc, ça, c'est sur une lignée cellulaire. Est-ce que c'est la même chose dans la vraie vie? Eh bien, donc là, ce que les auteurs ont regardé, c'est
en réponse au traitement sur des biopsies, cette fois-ci de patients. Vous voyez que toutes ces protéines s'expriment massivement. Plus c'est brun dans cette immunohistochimie, plus la protéine est exprimée. Et vous voyez donc qu'au moment d'une rebiopsie après une réponse partielle au traitement, donc ces cellules chez les patients ont répondu au traitement, en partie, vous voyez qu'il y a une extinction considérable de niveau d'expression des protéines. Ceci donc présageant l'arrivée d'une instabilité génétique, puisque là, tous les complexes qui sont impliqués dans la réparation vont voir leur efficacité diminuer. Alors, comment est-ce qu'on peut modéliser ça? Alors là, les auteurs ont utilisé un système assez astucieux, qui est un système de rapporteur artificiel, dans lequel vous avez une protéine fluorescente, donc elle est en jaune ici, parce qu'elle est capable de produire de la lumière, et pour lesquels on a en fait introduit une répétition de 10 nucléotides qui vont casser la forme de lecture. Donc en fait, cette protéine normalement ne s'exprime pas parce qu'on n'a pas la bonne phase de lecture, sauf que si on introduit de l'instabilité génétique, on va être capable d'enlever cet élément de déphasage, et à ce moment-là, en réponse à de l'instabilité génétique, au fond, on va avoir de la lumière, et c'est ce qui vous est représenté ici. Vous voyez qu'on est à un niveau 1 en l'absence de traitement. On traite ex vivo avec ces inhibiteurs de la voie de l'EGF, et vous voyez qu'on va induire de la lumière, traduisant donc le fait qu'en réponse au stress, la cellule va avoir du mal à assurer son intégrité génétique. Elle va commencer en fait à muter. Et quand on y réfléchit, au fond, c'est un excellent mécanisme d'adaptation. En réponse au stress, on va se mettre à muter son génome pour trouver des manières de résister au stress. Alors, on peut également regarder ça avec des systèmes moins artificiels, et en particulier en regardant la stabilité des séquences microsatellites, qui sont des marqueurs endogènes de la stabilité de régions répétées du génome, et on va voir effectivement qu'en réponse au traitement, dans les cellules qui sont devenues résistantes, on va avoir de l'instabilité génétique qui va apparaître. Donc, l'analyse des microsatellites va montrer une instabilité génétique induite par le traitement, et ceci montre qu'en réponse à un stress aigu, au fond, la cellule cancéreuse, comme beaucoup d'autres systèmes biologiques, va se mettre à générer de l'instabilité, et cette instabilité va lui permettre, au fond, de trouver des solutions de survie qui sont des solutions adaptatives. Et en fait, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ceci est formellement analogue à des mécanismes qui ont été bien étudiés chez les bactéries, et dans lesquels on sait que le traitement des bactéries avec des antibiotiques va conduire à une instabilité génétique transitoire. Et donc les bactéries soumises à un stress antibiotique vont se mettre à muter un peu dans tous les sens pour essayer de trouver une solution pour échapper aux antibiotiques qui vont gêner leur croissance. Et évidemment, ceci complique beaucoup le classement et le traitement des cancers coliques, puisque justement un des éléments essentiels de classification, c'est de distinguer des cancers coliques qui ont un génome stable ou qui ont un génome instable, avec l'instabilité des microsatellites en particulier. Et donc ces travaux, encore une fois tout à fait récents, montrent que certes, on peut regarder la stabilité ou l'instabilité dans des conditions basales, mais que pendant le moment du traitement, au moment où on traite, en fait, cette division va être partiellement effacée, et même dans des génomes stables, on va induire de l'instabilité génomique. Alors, quelles vont être les conséquences de ça? Et alors, dans des travaux de la même équipe, d'ailleurs publiés dans Nature il y a quelques années, les auteurs ont tenté une expérience extrêmement simple. Ce sont souvent les expériences les plus simples qui sont les plus démonstratives. Donc, ils vont inactiver le gène MLH1, qui est l'un des composants très importants du système, du complexe de réparation du mismatch repair. Donc, ils vont créer artificiellement deux cellules isogéniques tout à fait comparables. L'une d'entre elles a le système de réparation, l'autre ne l'a pas. Et vous voyez que quand on fait pousser ces tumeurs chez des souris immunodéprimées, elles poussent à la même vitesse. Il n'y a pas même en fait, peut-être que celle-ci pousse un tout petit peu plus vite.
mais on n'altère pas essentiellement la viabilité et la croissance de ces cellules en inactivant le système de mismatch repair. Par contre, quand on va passer dans un système syngénique, donc un système de souris pour lequel le système immunitaire va être actif, eh bien là, vous voyez que c'est complètement différent. Et vous voyez que, certes, la lignée parentale pousse très bien, mais que par contre, les lignées pour lesquelles, que sont des clones, donc les clones pour lesquels on a inactivé le système de réparation, elles ne poussent pratiquement pas. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne poussent pratiquement pas? Eh bien, ce que les auteurs cherchent à montrer, et la solution, c'est qu'en fait, en altérant le système de réparation de l'ADN, on va créer ce qu'on appelle des néo-antigènes. En fait, en créant de l'instabilité génétique, on va créer des séquences de protéines qui n'existent normalement pas et qui vont donc être reconnues comme étrangères. Et donc, ce que les auteurs suspectaient ici, c'est l'existence, au fond, d'une réaction immunitaire contre ce qu'on appelle des néo-antigènes qui sont le résultat de cette mutagénèse induite par défaut de réparation de l'ADN. Donc, l'inactivation des systèmes de réparation, dans ce système qui est extrêmement propre, puisqu'on a affaire à des lignées qu'on appelle syngéniques, donc elles sont identiques en tout point au départ, mis à part que l'une arrive à réparer et que l'autre n'arrive pas à réparer, eh bien, ça conduit à une absence de réparation possible. Alors, ils ont été un petit peu plus loin, sans rentrer dans les détails, ils vont montrer qu'effectivement, c'est une réponse, ce qui se passe, c'est une réponse immune, puisque s'ils stimulent l'immunité avec des immunothérapies comme l'anti-PD1, l'anti-CDL4, les deux grandes molécules classiques qui sont utilisées en clinique humaine pour stimuler l'immunothérapie, vous voyez que ces cellules qu'on avait réussi à faire pousser, non seulement elles vont s'arrêter de pousser, mais elles vont commencer à décroître, ceci traduisant l'activation du système immunitaire qui est observé uniquement quand on a inactivé le système de réparation et pas quand on a inactivé le contrôle. Et pour finir, ils ont calculé la présence de néo-antigènes et ils voient en fait que dans la lignée parentale qui est stable, on a très peu de néomutations qui vont apparaître avec la croissance, alors que dans des lignées dans lesquelles on a inactivé le système de réparation, et en particulier si on les laisse pousser longtemps, vous voyez, si on les laisse pousser 250 jours, on va avoir à ce moment-là une accumulation en masse de nouvelles mutations, et ces nouvelles mutations étant à l'origine de nouvelles séquences, et ces nouvelles séquences étant reconnues comme étrangères. Alors, ceci a poussé ces auteurs, et là encore, vous voyez qu'on est vraiment dans la science en train de se faire, un des papiers qui est publié cette année. Ceci a conduit ces auteurs, au fond, à se dire est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter cette stratégie? Vous voyez, dans cette vision, on part des gliomes dans lesquels, au départ, si les enzymes de réparation sont inactivées, on va être sensible, mais secondairement, on va avoir une résistance, et cette résistance va s'accompagner d'une dérive génétique, de néomutations, mais ces néomutations pourraient à la limite constituer des cibles thérapeutiques. Et donc, dans une population extrêmement sélectionnée, ils sont partis c'est l'équipe d'Alberto Bardelli en Italie, à Turin, ils sont partis de patients qui avaient des cancers colorectaux mutés pour RAS et qui ne présentent initialement pas d'inactivation du système de réparation, et qui sont par ailleurs inactivés pour la MGMT, donc qui devraient être a priori sensibles à la liquidation par le temozolomide. Et donc, dans un premier temps, ils vont traiter ces patients avec du temozolomide, ce qui devrait donner une première réponse clinique. Après, il va y avoir un échappement, et au moment donc où le traitement ne fonctionne plus, on peut imaginer qu'il va y avoir un échappement à travers l'inactivation du système de réparation. Et donc, ensuite, ils vont laisser ces patients récupérer un petit peu, et ils se disent, au fond, on pourrait secondairement les traiter par une immunothérapie, puisque dans un premier temps,
on peut imaginer que le traitement par alkylan va avoir induit de la mutagénèse et que cette mutagénèse va favoriser la réponse par des immunothérapies. Alors ce sont encore des essais cliniques qui sont en cours, mais ce qu'ils ont pu montrer déjà, effectivement, c'est que dans ces conditions cliniques suivies, on va avoir une induction d'instabilité génétique forte. Alors, ils distinguent deux sous-types, ce qu'ils appellent le sous-type B2 et le sous-type B1. Un sous-type B2, c'est ceux pour lesquels les néomutations sont clonales, donc elles sont massives, elles arrivent tout de suite. Et puis le type B1, qui est le type le plus fréquent, est celui dans lequel l'instabilité est sous-clonale, donc on va avoir des différents clones qui vont chacun avoir un certain nombre de mutations. Et au fond, ce qu'ils voient, c'est que quand on va induire de l'instabilité, on va plutôt avoir tendance à avoir une maladie qui ne progresse pas, ce qu'on appelle stable disease, alors que quand il ne se passe rien, là au contraire, la maladie va progresser. Et dans ce système-là, évidemment, on ne peut pas rebiopsier, on ne peut pas de toute évidence pour des raisons éthiques rebiopsier ces patients, mais par contre on peut suivre l'évolution de la tumeur dans le plasma. Et donc en regardant dans le plasma l'ADN qui est libéré par la tumeur dans le plasma et en séquençant de manière extrêmement approfondie, on peut avoir une idée de ce qui se passe dans la tumeur. Et ce qu'ils trouvent, c'est une signature extrêmement forte de réponse à la mutagénèse par le temozolomide, vous voyez, avec ces mutations CVRT qui sont absolument écrasantes par rapport aux autres types de mutations. Et en plus, ils trouvent une cible préférentielle. Cette cible préférentielle, c'est c'est MSH6, donc l'un des composants du complexe de réparation qui est muté de manière extrêmement fréquente et privilégiée. Vous voyez, chez tous ces patients qu'ils ont pu explorer, ils vont trouver au moins de manière sous-clonale des mutations de ce gène associées donc à l'induction d'instabilité dans la tumeur. Et donc, ces études montrent qu'au moins de manière sous-clonale, ce gène MSH6 est muté de manière récurrente, ce qui traduit donc la perte de fonction de MMR. Donc on se retrouve exactement comme dans le modèle des gliomes, avec une perte première de MGMT et une perte secondaire du mismatch repair. Et ceci devrait en pratique conduire à l'existence de néoantigènes qui pourraient être la cible du traitement. Alors, dans l'article, il ne rapporte au fond qu'un patient qui a de toute évidence bénéficié d'une immunothérapie. Et chez ce patient donc, qui a survécu en fait, très longtemps à cette stratégie, ils peuvent montrer de manière moléculaire en fait, que le clone qui présentait la mutation de MSH6, donc le clone qui était extrêmement instable génétiquement, en réponse à l'immunothérapie, qui est représentée ici en bleu, et bien ce clone va disparaître. Ce qui veut dire que ce clone qui était extrêmement instable, ce clone qui a la capacité de créer donc des néoantigènes en masse, a été sensible à l'immunothérapie, ce qui était en gros quand même le but, au moins intellectuel, de cet essai. Alors savoir si cette stratégie va devenir une stratégie clinique, il faut bien entendu attendre d'avoir beaucoup plus de patients, d'avoir beaucoup plus de suivi, mais ceci illustre en tous les cas quelque chose qui à mon sens est tout à fait remarquable, c'est qu'on part de molécules, il y a difficilement plus aspécifique qu'une moutarde azotée qui va répondre à peu près se fixer sur à peu près toutes les espèces chimiques nucléophiles. Et vous voyez que 30 ans après, on arrive à des modèles qui commencent à être des modèles qu'on comprend, dans lesquels l'activation ou l'inactivation de systèmes de réparation, MGMT, MMR, va être extrêmement importante, va conduire à de la mutagénèse en réponse au traitement, et que cette mutagénèse en réponse au traitement non seulement est mesurable, mais pourrait éventuellement constituer une cible thérapeutique ultérieure pour des immunothérapies. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et on continuera donc mercredi prochain en étudiant l'efficacité du cisplatine et en continuant à voir comment est-ce qu'on peut continuer à comprendre le mode d'action des alkylants dans les cancers. Merci beaucoup.